Voilà, ça tourne. Alors, c'est notre troisième partie, toujours entre Loire et Loing, qui fête la paix. Aïe, 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 dans une période pareille, c'est un petit peu bizarre. Alors, évidemment, on parle de la guerre, mais pour l'instant, on est avec Gorbatchev. On fait un petit retour en arrière. Et qui mieux que Bernard Lecomte pour nous faire ce retour en arrière? C'était une agréable suspension, comme aurait dit Corneille. On est au moment où la Russie entre en scène. L'Union soviétique commence à un petit peu... L'Union soviétique commence à éclater parce que les républiques autour commencent à vaciller, prendre leur indépendance. Donc je rappelle le Tadjikistan, la Kirghizie, l'Ukraine, l'Arménie, la Géorgie, etc. On est en combien ? Nous sommes là en 1989-10. Plutôt 90 pour ce qui concerne la Russie. Parce que tout le monde avait oublié, on parlait, rappelez-vous, le général de Gaulle, il ne faisait pas de différence entre l'URSS et la Russie. Quand il parlait de l'URSS, il parlait de la Russie. Et en effet, il faut reconnaître que, au fond, la Russie était dans l'URSS, c'était un peu pareil. Sauf que, quand les différentes nationalités commencent à piaffer, les Russes disent, mais nous sommes 150 millions, nous avons le pays le plus grand du monde, nous avons une langue, une culture, une civilisation, une histoire. Nous avons la bombe atomique et nous avons même un chef, car l'ancien communiste, l'ennemi de Gorbatchev, parce qu'ils se détestaient tous les deux, Boris Eltsine, se retrouve, lui, ancien chef du parti de Moscou, donc qui lui aussi vient de l'appareil communiste. Et Boris Eltsine, qui est moins intelligent que Gorbatchev, mais qui a un instinct formidable, se dit, mais je vais me présenter à la tête de la Russie. Et il se présente en effet à la tête du Soviet suprême de la République socialiste fédérale de Russie, sauf qu'en 91, il glisse dans un des référendums de Gorbatchev pour la Russie un vote, est-ce que vous êtes pour ou contre l'élection de votre président au suffrage universel? Et tout le monde dit oui, évidemment. C'est une question qui fait partie d'un lot, et à cette question, tout le monde dit oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Boris Eltsine se présente aux élections et le 11 juin 1991, ou 12 juin 1991, il se retrouve président de la Russie. Et tout le monde dit, alors attendez, il y a un gars qui est président de la Russie, 150 millions d'habitants, 11 000 kilomètres de long, élu au suffrage universel direct. Donc totalement légitime aux yeux de tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est le rival de M. Gorbatchev, qui, lui, est le président d'une coquille vide qui s'appelle l'URSS, et où il est désigné par le politburo d'un parti qui n'a plus le pouvoir. Donc, entre les deux, on comprend très bien qui va gagner le bras de fer. C'est évidemment Boris Eltsine. Alors, je passe sur le fait que le KGB va essayer, dans un dernier effort, de sauver les meubles. Il fait le putsch, il élimine Gorbatchev, puis il n'y arrive pas, et c'est Boris Eltsine qui reprend après. Et les derniers mois de 91 sont clairs. Boris Eltsine, à la tête de la Russie, fait en sorte que cette coquille vide disparaisse petit à petit. Et à la fin de l'année, fin du coup, l'URSS disparaît. Toi, tu vois ça. Toi, tu es à l'intérieur du pays et tu vois tout se désagréger. Mais à l'extérieur, les Européens ou même les Américains ne voient pas ça. Et tu parles d'un moment où tu vas voir ton rédacteur en chef. Tu lui dis, il faut faire un titre et une page sur. Oui. Et lui, il dit, mais va te soigner. C'est vrai. Sandrine se rappelle cette anecdote. En effet, elle est parfaitement authentique. C'était au début de l'année 91. Et donc, je voyais monter ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire cette Russie sortie de nulle part qui devient un vrai pays et l'URSS qui devient une coquille vide. Et je rentre à l'Express un jour et je vais voir, comme d'habitude, mon directeur de la rédaction. Alors, Bernard, ça va, etc. Et je dis, tu sais, Yann, il faudrait qu'on fasse une cover, comme on disait à l'Express, une cover, qui pourrait s'appeler « La Russie contre l'URSS ». Et là, mon directeur de la rédaction me fait « Bernard, il faut que tu te reposes ». C'était incompréhensible pour nous. Je dis nous, on était sur le terrain, on voyait ça. Et d'ailleurs, on n'était pas très nombreux non plus à le voir, le Yeltsin, là, en train de reconstituer un vrai pays. Mais en Occident... D'ailleurs, Mitterrand a complètement raté le coup. C'est ça. Mitterrand s'est complètement trompé. Il n'a pas vu ça.
Donc, il a refusé d'accueillir Helsinki. Absolument. Voilà. Alors que c'était une faute politique colossale. Et Yeltsin est arrivé au Parlement européen, il est passé par Paris. Et vraiment, parce qu'il y a des diplomates français qui, eux, savaient, qui ont dit à Mitterrand, mais quand même, il faut quand même lui dire au moins bonjour. Alors, à un moment, dans un couloir, Yeltsin croise Mitterrand, qui fait « Monsieur le Président, très bien ». Mais Mitterrand et ses petits camarades, rappelez-vous Jean-Pierre Cotte, qui avait fait une erreur, qui était député européen à l'époque, et qui avait dit « Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ce mec-là, quoi ?» Il était le président d'un des plus grands pays du monde. Et il allait gagner. Ça, c'était fou. Alors, en même temps, soyons clairs, Gorbatchev avait la cote. Je vous ai parlé de la Gorbimania tout à l'heure. Et il faut toujours rappeler qu'il y avait une raison. Et le prix Nobel de la paix en question, il y avait une raison. Et il n'a pas volé son prix Nobel. Parce que rappelons-nous quand même ce qui se passe le 9 novembre 1989. On voyait tout à l'heure le dessin du... On le remet. Bon. Le 9 novembre 1989... Grâce à Gorbatchev qui avait dit les peuples sont libres de leur destin, eh ben les peuples prennent la liberté de les Polonais, les Tchèques, etc. Après des tas d'histoires, et le mur s'effondre le 9 novembre. Il faut dire qu'il y a 2 heures de différence entre Berlin et Moscou, ce qui vous explique pourquoi Gorbatchev à ce moment-là il dort. Il est allé se coucher tôt, et le matin, on le réveille à 6 heures du matin, et son chef de cabinet lui dit « Mikhail Sergeyevitch, Egon Krenz, le numéro 1 est-allemand, a ouvert le mur. » Gorbatchev dit cette phrase qui est absolument essentielle dans notre histoire. Il dit « Téléphonez tout de suite à notre ambassadeur là-bas. Nous ne nous en mêlons pas. » Ça aurait pu, une autre phrase faisait basculer le monde dans la guerre totale. Soyons clairs, si ça avait été... Alors, guerre totale, je corrige un peu. Si ça avait été Tchernyenko ou Brejnev ou Khrouchtchev, il aurait envoyé les chars en Allemagne de l'Est, comme ils ont fait à Budapest, comme ils ont fait à Prague, et comme ils avaient été tentés de le faire en Pologne. Si le leader de l'URSS, ce matin-là, avait dit « on calme le jeu », rappelons-nous tout de suite qu'en Allemagne de l'Est, il y avait quand même 400 000 soldats russes. 400 000 en position. Donc il suffisait de faire un appel du pied, en 2 jours, c'était réglé. Je ne vous dis pas le nombre de morts, en Allemagne de l'Est, et puis après, je ne vous dis pas le nombre de morts en Pologne, parce que là, ça aurait été une boucherie. Mais on doit à Gorbatchev d'avoir évité ça. Et rien que pour ça, il faut garder de cet homme un souvenir respectueux. Alors c'est vrai qu'après, il s'est planté, parce que quand le parti s'effondre, l'économie s'effondre, et puis les nationalités s'en vont, les gens, ils sont plus du tout contents, parce que d'un seul coup, il y a des queues devant les magasins qui sont vides, on peut plus travailler, on peut plus voyager, les trains s'arrêtent, etc. Et donc le souvenir de Gorbatchev chez les Russes d'aujourd'hui et leurs parents, c'est le type qui a tout fait exploser. Et donc, le souvenir est très mauvais. Les gens ont déjà oublié la perestroïka, la glasnost, ok. Mais enfin, l'effondrement du pays, ça, ils n'ont pas oublié. Alors là-bas, c'est l'homme de la crise. Et chez lui, paraît-il, il était hué dans les dernières semaines de son... À cause de ça, il faut être clair. Cet homme-là a incarné, en effet, l'effondrement de son pays. C'est sûr que s'il n'avait pas fait tout ça, eh ben, effectivement, l'URSS serait peut-être encore debout aujourd'hui. Donc les Russes, eux, voient surtout l'effondrement de leur pays, qui était un pays puissant, respecté. Et donc, quand Gorbatchev, après, va se présenter aux élections, le fou, il a cette idée absurde, quand Boris Yeltsin fait son premier mandat, 96, Boris Yeltsin se représente, et Gorbatchev se dit, c'est pas possible, il faut que j'y aille, etc. Même sa femme lui dit, il faut pas y aller. Et lui, qui a une tête dure, il y va, on lui crache au visage dans les meetings. Il termine à 0,5% des voix. Gorbatchev, 6 ans après. Donc Gorbatchev, et aujourd'hui, c'est le souvenir qui reste. Évidemment, Poutine, il n'a pas totalement tort. Quand il dit, mais Gorbatchev, c'est à peine si je sais qui c'est. Sauf que, et là on arrive à Poutine, quand on reprend l'histoire, Gorbatchev, pourquoi Poutine le déteste? Pourquoi il n'est pas allé à ses obsèques? Parce qu'au fond, Gorbatchev, c'est exactement l'anti-Poutine. C'est le contraire. Parle-nous de ce moment où le mur s'effondre et où toutes les illusions du petit Poutine s'effondrent. Poutine, ce fameux 9 novembre 1989, dont je parlais à l'instant,
Il est agent du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est, vous voyez, dans le sud de l'Allemagne, Dresde. Et bon, c'est un ancien voyou, Poutine. C'est un voyou des rues, comme Staline. Hein. C'est un gars qui est né dans la rue, comme disait Johnny Hallyday. Et c'est exactement ça. C'est un petit voyou. Ça trahit ton âge. Hein, mais, bah oui, je suis désolé. Nous, les vieux, on a encore des références comme ça. Et Poutine, ce petit voyou, redressé par un prof de judo. C'est vrai que c'est ça aussi l'histoire des gens. Il y a un prof de judo qui se dit, ce mec-là, il faut le redresser parce qu'il va à la kata. Et Poutine aime le judo, et il aime la lutte, et il va en effet devenir un champion régional. Bon, passons. Agent du KGB, qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce que c'est qu'un agent du KGB? C'est un type qui a passé 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans à apprendre à manipuler les gens. C'est sa formation, c'est son métier. Vladimir Poutine, métier manipulateur. Et regardez tout ce qui s'est passé. Ce type n'a jamais cessé de manipuler les gens. Alors, il est dans le sillage de Boris Eltsine, justement, quand Boris Eltsine sent que tout va lui échapper. On est en 1999. Et Yeltsin, qui est à la fois malade, alcoolique, après 9h du matin, il est complètement bourré. C'est terrible. La fin de Yeltsin est pathétique. Parenthèse, tu disais que Gorbatchev était le seul homme politique russe ou soviétique, je ne sais pas quel terme employer, qui ne buvait pas. Avec Poutine. Et que c'était important. Ah ben c'est important parce que quand on veut arriver au sommet, il vaut mieux pas boire dans ce pays. Et c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des gens qui ne boivent pas qui arrivent au sommet, parce que les autres ont tous des accidents de parcours. Oui, bon, et que tout le monde était rond comme des queues de pelle, et lui, du coup, voilà, continuait à travailler. Et le petit Poutine continue donc dans le sillage de... Grégoire, elle est bien ta musique. C'était pas l'hymne soviétique, des fois. Ah, voilà. Et Poutine, dans le sillage de Boris Eltsine, lui sait où il va. Et il a l'esprit de revanche. De quoi? C'est que justement, le 9 novembre 89, il est à Dresde, en Allemagne de l'Est, et cet agent du KGB qui habite dans l'immeuble de la Stasi, la police secrète est-allemande, qui est là, il assiste à l'effondrement de son idéal, de son monde, de sa culture. Lui, il est là, agent du KGB, justement pour éviter quoi? Que le mur s'effondre. Et puis il perd son job, dis donc. Hein. Ah ben, il n'a plus rien. Il rentre avec sa femme et ses 2 filles. Et là, il est toujours au KGB, alors il suit un peu les étudiants. Du coup, il fait des études. Bon, c'est toujours ça de prix. Et puis, à un moment, il suit le maire de Leningrad, et puis il se retrouve au Kremlin. On dit, ce petit-là, il est pas mal, il connaît plein de trucs. Il est sérieux comme un pape, il est bosseur, et il est à peu près loyal. C'est là où c'est un immense manipulateur. Parce que quand Yeltsin cherche, en 1999, un successeur, il se dit, ce petit-là, il est nickel. Il est vachement bien, quand on lui demande un truc, il le fait, etc. Et il dit à Poutine, voilà, je vous ai déjà confié le nouveau KGB, ce qui était déjà pas mal, et maintenant, si vous voulez bien, vous serez Premier ministre. La manip, là aussi, est très simple. Premier ministre, sachant qu'il ne va pas se représenter, il y a des élections le 1er mars 2000, et donc, en 3 mois, Poutine quitte le KGB, qui s'appelle maintenant le FSB, devient Premier ministre, règle l'affaire tchétchène au passage, parce que donc en tuant un maximum de gens, enfin c'est une horreur, c'est des trucs épouvantables, mais personne n'arrive à prouver que c'est lui ou que c'est le KGB, c'est très compliqué. Sauf que lui apparaît comme le mec qui remet l'ordre. Et ça c'est fondamental. C'est l'homme qui remet l'ordre, qui bat les Tchétchènes. Quand il dit les Tchétchènes on va les buter jusque dans les chiottes, on voit quel est le vocabulaire de l'ancien voyou, mais on voit aussi en quoi les Russes étaient très contents de ça, hein. Il ne faut pas se tromper là. Les Russes étaient contents que le type envoie les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Et Poutine se retrouve candidat le 1er mars 2000 à la succession de Boris Eltsine. Et grâce à ces subterfuges, ces attentats, etc., il est élu. Parce qu'il promet qu'il va remettre de l'ordre dans tout ça. Et les Russes, ils aiment bien l'ordre. Ça, c'est clair. Et donc, il devient président à la régulière, au fond, enfin, si on oublie les attentats et tout le reste. Mais l'élection a lieu, il est élu, il devient président, il a droit d'un mandat, il se fait réélire. Alors là, ça commence à être un peu limite, il y a un peu de triche. Mais enfin, il est élu pour un 2e mandat et la Constitution
La constitution de la Russie a été faite par des Français, il faut le dire. C'était Maurice Duverger, c'était des gens comme ça. Et donc, ils avaient introduit dans la constitution russe cette idée qu'on ne peut pas avoir plus de 2 mandats. Et donc, Poutine, au bout de 2 mandats, doit s'en aller. Sauf que le manipulateur en chef, là, il dit, oui, non, ça, on va simplement modifier la Constitution, si vous le voulez bien. Et en fait, première manipulation, il dit, je mets mon Premier ministre à ma place. Et donc, c'est Medvedev qui devient président, Poutine devient Premier ministre, et on attend 5 ans, il rebelote dans l'autre sens. Et ensuite, modification de la Constitution en disant il faut que le président ait plus de possibilités. Donc il se fait réélire, bah oui, 1 fois, puis 2 fois. Et puis là, normalement, si tout va bien pour lui, il est élu jusqu'en 2036. Le manipulateur. Et ce Poutine est évidemment de plus en plus autoritaire, parce que c'est pas le tout, mais la Russie, ça se gouverne pas comme ça. Et puis il y a l'héritage soviétique, il y a l'héritage stalinien. C'est qu'un pays comme celui-là, il faudrait qu'il ait une espèce de période de renaissance, d'introspection, avec des historiens, avec des tribunaux, etc. C'est ça qu'il aurait fallu, et qu'aujourd'hui on se dit, bah non, ça n'a pas eu lieu, c'est comme ça. Sauf que c'est comme ça, du coup, la Russie moderne n'a pas purgé son passé et se retrouve avec des espèces de mythes comme celui qui est fondateur, la victoire contre les nazis. Parce que comme Poutine dit « Ah non, il faut arrêter de parler de Staline, du goulag, des camps, des procès de Moscou, etc. » Tout ça, il ne faut pas. Là, en fait, il ne faut pas parler de Lénine. Soyons clairs, Poutine se fiche complètement du communisme. Complètement. Mais il dit arrêtez de parler de Lénine. D'ailleurs, Lénine, c'est lui qui a donné l'indépendance à l'Ukraine. Alors vraiment, quel con. Bon, et il dit ça comme ça. Hein. Et donc, il se retrouve en disant non, la Russie soviétique, elle est née quand elle a vaincu les nazis. Alors, on s'arrête là-dessus. Ça sera notre dernière partie d'émission. Comment on en est arrivé justement à cette guerre, à essayer de purger l'Ukraine de ces nazis. Et puis, vous pourrez poser vos questions dans cette dernière partie d'émission. J'espère que ça vous plaît autant que ça me plaît. Préparez vos questions, hein, on fera passer le micro. Voilà. Un petit morceau de musique, Monsieur Weber ?